Après la mort de Kelly Preston, John Travolta avait juré de ne plus jamais aimer. Pendant 4 ans, il a tenu parole. Puis, en avril 2024, un événement sur un tournage a tout bouleversé. La star de 70 ans a rencontré une personne qui l'a poussé à rompre son vœu. Ses enfants l'ont supplié de tenter sa chance. Ses amis disaient que Kelly aurait aimé ça, mais la femme qui a tout bouleversé n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué Hollywood plus que tous ces scandales passés. Mon rêve était de le faire au cinéma, alors vous seriez mieux placé que moi pour répondre à cette question. À votre avis, de quoi s'agit-il? John Travolta est né le 18 février 1954 à Englewood, dans le New Jersey. Son enfance fut loin d'être paisible. Il était le benjamin d'une famille de 6 enfants. Son père Sam tenait un garage de pneus et travaillait de longues heures dans des conditions difficiles pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère Helen rêvait de devenir une star et avait déjà fait ses débuts à la radio et au théâtre. Elle a poussé tous ses enfants vers le métier d'acteur, utilisant les astuces qu'elle avait apprises, poursuivant son propre rêve qui s'estompait. Leur petite maison était toujours bruyante. Il n'y avait aucune intimité et John partageait sa chambre avec ses 2 frères. La vie était chaotique et surpeuplée, mais cela lui a appris très tôt à gérer la pression. Il a appris à se faire remarquer même dans le chaos. À 16 ans, Travolta a pris une décision qui a stupéfié tout le monde. Par une froide journée de novembre 1970, il entra dans son école et annonça qu'il abandonnait ses études. Il avait économisé pendant des mois en sautant des repas et en allant au travail à pied plutôt qu'en bus. Il avait 150 $ et un plan. Le soir même, il fit la révélation à sa famille pendant le dîner. Son père jeta sa tasse de café. Sa mère pleura pendant 3 jours. Ses frères et sœurs le supplièrent de rester, mais Travolta avait déjà acheté un aller simple pour New York. Le 12 décembre, il fit sa valise avec quelques vêtements et un exemplaire du manuel de l'Actors Studio. Il partit si qu'il scotcha le code de son casier sur le miroir pour que son frère le nettoie. À New York, les choses ne s'arrangèrent pas. Travolta passa 8 mois à essuyer des refus. Il vivait de hot dogs bon marché et d'espoir, un jour d'août 1971, alors qu'il faisait sa lessive. Il surprit une conversation entre 2 acteurs au sujet d'une audition pour la pièce Greek. Il n'avait jamais vu le spectacle. Malgré tout, il mentit et prétendit l'avoir vu. Son audition dura 4 minutes, mais son énergie capta l'attention du metteur en scène. Il décrocha le rôle principal dans la troupe en tournée. Pendant les 11 mois suivants, il parcourut 47 villes et donna 312 representations. Il gagnait 585 $ par semaine, une somme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce travail lui ouvrit les portes de Broadway, où il partagea l'affiche de la comédie musicale Over Here avec les Andrews Sisters. Celles-ci ne furent pas convaincues au départ, mais après la première, elles furent conquises. En 1974, Travolta prit un nouveau risque. Il est parti pour Hollywood. Il n'avait que 847 $, une vieille Oldsmobile et aucun contact. Sa voiture est tombée en panne 2 fois en route. Une fois arrivé, il a dormi sur des parkings et pris une douche dans une salle de sport pour 3 $ par jour. Son premier rôle a été celui d'une victime d'accident inconsciente dans la série Urgence. Il a été payé 75 $ pour 47 secondes à l'écran. Puis il obtint un petit rôle dans The Rookies. La vie était dure. Sa grande chance arriva de façon inattendue. Il venait de quitter une audition ratée lorsque son agent l'appela. Un directeur de casting cherchait quelqu'un pour une nouvelle série. Travolta traversa la ville en trombe avec 23 minutes de retard et une tenue inappropriée. Il décrocha le rôle de Vinnie Barbarino dans Welcome Back Kotter. Lorsque l'émission a été diffusée, le 9 septembre 1975, tout a basculé. Travolta est devenu une star du jour au lendemain. Pendant des mois, il a étudié les adolescents de Brooklyn pour maîtriser l'accent. Il passait du temps à Coney Island et écoutait de vrais lycéens. Les téléspectateurs le prenaient pour un enfant du quartier. En seulement 6 semaines, il recevait plus de 10 lettres de fans par semaine. ABC a dû embaucher 2 personnes rien que pour lire tous les messages. Son expression fétiche, un tuyau en caoutchouc dans le nez, était partout t-shirt autocollant, boîte à lunch.
Cette seule phrase a généré plus de 2 millions de dollars de ventes de produits dérivés avant Noël. Mais la célébrité avait un revers. Les réalisateurs ne le voyaient que comme l'adolescent blagueur. Les rôles dramatiques lui étaient inaccessibles. Lors de son audition pour La fièvre du samedi soir, le réalisateur lui déclara « Je ne veux pas de Barbarino dans mon film ». Travolta devait prouver qu'il était plus qu'un simple slogan. C'est alors qu'il rencontra Diana Hyland. En 1976, sur le tournage de Le Garçon, dans la bulle de plastique, Travolta fit la connaissance de l'actrice qui interprétait sa mère. Elle avait 40 ans, il en avait 22. Le courant passa immédiatement entre eux. Quelques semaines plus tard, ils formaient un couple. Leur différence d'âge de 18 ans alimentait les conversations. Hyland avait déjà été mariée et avait un jeune fils. Travolta était encore novice en matière de célébrité, mais cela leur importait peu. Ils étaient amoureux. Ils se parlaient sans cesse sur le plateau comme en dehors. Travolta confiera plus tard n'avoir jamais éprouvé de tels sentiments pour personne. Ce qu'il ignorait, c'est que Hyland était malade. On lui avait diagnostiqué un cancer du sein en 1975 et elle avait déjà subi une intervention chirurgicale. Elle lui avait caché la vérité même à lui au début. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, elle espérait que le cancer ne récidiverait pas, mais il est réapparu. Travolta a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle allait mourir jusqu'à 2 semaines avant son décès. Malgré tout, elle a continué à travailler. Elle a tourné 4 épisodes de Who It Is Enough. Alors que le cancer progressait, elle ne s'est jamais plainte. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Travolta tournait Saturday Night Fever lorsque l'état de Hyland s'est aggravé. Il n'a pas hésité une seconde. Il a quitté le plateau et s'est envolé pour Los Angeles. Ils avaient des projets d'avenir ensemble, une maison, une vie, peut-être même le mariage. Il avait choisi un costume blanc pour leur voyage à Rio après la fin du tournage. Ce voyage n'eut jamais lieu. Le 27 mars 1977, Diana Hyland mourut dans ses bras. Elle avait 41 ans. Travolta s'en souvient parfaitement. J'ai senti son dernier souffle. Ses partenaires et ses amis proches étaient également présents. Ce furent des adieux discrets et intimes. 2 jours plus tard, l'artiste Andy Warhol aperçut Travolta dans un avion pour New York. Warhol remarqua ses yeux rouges, ses larmes silencieuses et le gobelet en carton contenant un mélange d'alcool et de jus. Travolta enfouit son visage dans un oreiller et sanglota. Lors de la cérémonie commémorative, il portait le costume blanc qu'ils avaient choisi ensemble. Il retourna ensuite terminer le tournage de La fièvre du samedi soir. Ce que le public ignorait, c'est que chaque danse, chaque instant à l'écran puisait sa source dans une souffrance profonde. Cette performance lui valut une nomination aux Oscars. C'était plus qu'un simple jeu d'acteur, c'était le deuil incarné. Travolta confia plus tard que les derniers mots de Hyland lui avaient donné la force de continuer « Je m'en vais maintenant, mais vous aurez ce film ». Et il l'a eu. Le film a fait de lui une superstar. Mais derrière la gloire se cachait un jeune homme qui pleurait encore l'amour perdu trop tôt. En 1978, Greek a fait sensation dans les salles obscures. Son budget était de seulement 6 millions de dollars, mais il a rapporté 366 millions de dollars à travers le monde. Il est devenu le film le plus lucratif de l'année et la comédie musicale en prise de vue réelle la plus réussie de l'époque. John Travolta, dans le rôle de Danny Zuko, dansait, chantait et charmait le public avec une aisance déconcertante. Mais en coulisses, John n'était pas à la fête. 1 an auparavant, il avait perdu une personne qu'il aimait profondément, l'actrice Diana Hyland. Elle était décédée d'un cancer du sein en 1977. Travolta avait confié au magazine People qu'il n'avait jamais autant aimé quelqu'un. Il se disait fidèle à une seule femme. Alors que le monde entier l'acclamait, John continuait de souffrir en silence. Sa sœur Ellen, qui avait un petit rôle de serveuse en Grèce, était à ses côtés. Cela le réconfortait un peu, mais chaque chanson sur les amours d'été lui rappelait une romance à jamais perdue. Tandis qu'il dansait sous les feux de la rampe, un autre chagrin l'attendait.
Sa mère, Helen Travolta, avait reçu un diagnostic de cancer, mais personne ne le lui avait dit. La famille avait gardé le secret pour qu'il puisse profiter de la célébrité sans s'inquiéter. Helen l'avait toujours soutenu dans sa carrière. Elle avait même fait une brève apparition dans La fièvre du samedi soir. Fière, elle souriait aux avant-premières, riait aux soirées, tout en dissimulant sa douleur. John ignorait qu'il vivait un rêve, tandis que sa mère s'éteignait peu à peu. Puis ce fut le choc. Le 3 décembre 1978, Helen décéda. Elle avait 66 ans. À peine 20 mois après la mort de Diana, sa mère disparaissait elle aussi. Au même moment, la Grèce continuait de battre des records. Le monde admirait une superstar. John se sentait complètement seul. La douleur était insupportable. Deux femmes qu'il aimait toutes deux disparues, emportées par le cancer. Il commença à se demander si l'amour était toujours suivi d'une perte. Alors qu'il pensait que le pire était passé, un événement bouleversa encore davantage la famille. 6 mois seulement après la mort de Helen, le père de John Salvatore Travolta se remaria. Avec l'infirmière de Helen, celle qu'il avait soignée jusqu'à son dernier souffle. Cela a stupéfié tout le monde. Pour John, c'était comme une trahison. Il ne laissa rien paraître en public. Il resta respectueux, calme. Mais intérieurement, il était en colère et blessé. Sa mère était à peine partie. Son père avait déjà refait sa vie. La famille autrefois si unie était désormais brisée. Les blessures s'aggravaient. Malgré la douleur, John continua de travailler. En 1980, il décrocha le rôle principal dans Urban Cowboy. Le film semblait prometteur. La musique country était omniprésente et il incarnait Bud Davis, un jeune Texan au caractère bien trempé. Le film fut un succès commercial. Il contribua même à lancer la mode de la country aux États-Unis. Mais quelque chose clochait. Les critiques affirmèrent qu'il n'était qu'une énième version de Tony Monero de La fièvre du samedi soir. Rien de nouveau, rien d'audacieux. Il ne progressait pas, il se contentait de répéter les mêmes choses. Peu à peu, le public commença à se désintéresser. Il avait déjà vu ça. Puis vint Staying Alive en 1983. Suite de Saturday Night Fever s'y fut un désastre. Réalisé par Sylvester Stallone, le film coûta 22 millions de dollars et en rapporta 127 millions, mais la critique le détesta. Roger Ebert s'est moqué des scènes de danse extravagantes. Il a déclaré qu'il y avait de la fumée, du feu, de la glace, des lasers, tout sauf de l'âme. Le film manquait de la vérité brute de l'original. Au lieu de cela, il ressemblait à un long clip musical tape à l'œil. Entertainment Weekly l'a ensuite qualifié de pire suite jamais réalisée. Et du jour au lendemain, l'image de Travolta s'est effondrée. On se demandait si ses premiers succès n'étaient que des coups de chance. Mais en 1989, A Talking Baby lui offrit une seconde chance. Allô maman, ici bébé fut un succès surprise. Le film coûta 7 millions de dollars et en rapporta près de 300 millions. Le public rit. Les enfants l'adorèrent. Les studios y virent une mine d'or, mais les critiques restèrent sceptiques. Ce n'était pas le Travolta de Greek ou de Fever. C'était une comédie potache. Bruce Willis, qui prêtait sa voix au bébé, a d'ailleurs gagné plus d'argent que Travolta lui-même grâce à ce film. Le long-métrage a donné lieu à 2 suites, toutes plus mauvaises les unes que les autres. Et à chaque fois, la réputation de Travolta s'est ternie. Il continuait à travailler, mais ses rôles étaient légers, ridicules et vite oubliés. En coulisses, la situation était tout aussi compliquée. Durant CES année, Travolta s'est fortement investi dans la scientologie. Il avait rejoint l'Église avant d'accéder à la célébrité, mais elle est devenue son refuge. La pression, le chagrin, le déclin de sa gloire, tout cela l'a poussé à s'impliquer encore plus profondément dans l'organisation. Dans une interview de 2015, il a déclaré que cela l'avait aidé à gérer la célébrité et la souffrance. Mais tout le monde n'y croyait pas. D'anciens membres de l'Église affirmaient que Travolta était piégé craignant de partir. Les rumeurs allaient de bon train, des documentaires pointant du doigt, des histoires de chantage et de secrets ont fuité. Tout cela n'a fait qu'ajouter au chaos. En 1993, la plupart des gens pensaient que la carrière de John Travolta était terminée. Il était passé des succès comme La fièvre du samedi soir au film sorti directement en vidéo.
À Hollywood, personne ne croyait qu'il puisse encore jouer des rôles dramatiques, mais une personne y croyait, Quentin Tarantino. Lors du casting de Pulp Fiction, Tarantino a surpris tout le monde en choisissant Travolta pour incarner Vincent Vega, un tueur à gages toxicomane. Un choix improbable. Travolta était connu pour ses talents de danseur, pas pour ses rôles dans des drames sombres. Les dirigeants du studio pensaient que Tarantino avait perdu la raison, ignorant qu'il avait écrit le rôle spécialement pour Travolta. Il a perçu en lui quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et ce risque a porté ses fruits d'une manière totalement imprévisible. Le 21 mai 1994. Pulp Fiction était présenté en avant-première au Festival du film de Cannes. Le public s'est levé et a applaudi pendant 6 longues minutes. Ce n'étaient pas de simples applaudissements polis. Les gens pleuraient, acclamaient, étaient bouleversés, et John Travolta, l'homme que tous avaient enterré, se tenait sur scène en larmes. Les critiques français ont qualifié sa performance de magistrale. Ils ont comparé son retour à de Marlon Brando. Des dizaines de photographes ont immortalisé l'instant. Il est devenu un symbole de rédemption. Travolta n'était plus une star déchue. Il était de retour plus brillant que jamais. Plus tard dans l'année, un événement encore plus surprenant s'est produit. Travolta a été nommé aux Oscars. Dick Sept A&S s'était écoulé depuis sa première nomination pour La fièvre du samedi soir en 1977. Il avait alors 40 ans. On pensait que sa carrière avait atteint son apogée depuis longtemps. Mais cette seconde nomination leur a prouvé le contraire. Ce n'était pas un vote de pitié ni un vote de nostalgie. C'était une véritable reconnaissance. Il était en compétition avec des légendes Tom Hanks, Paul Newman, Morgan Freeman. Cette nomination l'a remis sur le devant de la scène non plus comme danseur, mais comme acteur de talent, et cela comptait énormément pour lui. Après Pulp Fiction, Travolta n'est pas retourné aux comédies musicales. Il a opté pour des rôles intelligents et audacieux. Dans Get Shorty, il incarnait un mafieux qui tentait de devenir producteur de cinéma. Il a été nommé aux Golden Globes. Dan's Face Off, il a échangé ses rôles avec Nicolas Cage. Travolta a dû jouer 2 personnages à la fois. Le film a rapporté 245 millions de dollars, puis 20 Primary Colors où il incarnait un personnage inspiré de Bill Clinton. C'était un rôle subtil, poignant et totalement différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Chaque rôle révélait une nouvelle facette de son talent. En 1999, Travolta était considéré non seulement comme un retour en force, mais aussi comme l'un des acteurs les plus talentueux d'Hollywood. Son compte bancaire racontait la même histoire. Dans les années 80, il ne gagnait que 150 $ par film. En 1998, il empochait 20 millions de dollars par film, soit une augmentation de 13,0% en seulement 5 ans. Le seul film Face Off lui a rapporté 12 millions de dollars supplémentaires grâce aux droits d'auteur. Les magazines spécialisés ont commencé à le considérer comme l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Il bénéficiait d'avantages comme des jets privés et une liberté créative totale. Mais l'argent n'était pas la véritable victoire. La véritable victoire, c'était le respect qu'il avait perdu pendant des années et qu'il avait enfin retrouvé. En 1987, sur le tournage de The Experts, Travolta rencontra Kelly Preston. Elle était mariée à l'époque, mais malheureuse. Travolta décrivit leur rencontre comme un coup de foudre. Elle a dit que son regard était inoubliable. Après son divorce, pourtant, elle ne s'est pas précipitée dans les bras de Travolta. Elle a fréquenté George Clooney. Elle a été fiancée à Charlie Sheen qui lui a offert une bague en diamant de 25 carats. Mais quelque chose la ramenait sans cesse vers Travolta. Après 3 ans de séparation, ils se sont retrouvés. Leur idylle n'a pas été un coup de foudre. Leur amour s'est fait attendre. Travolta a fait sa demande en mariage le soir du Nouvel An 1991 dans un restaurant de luxe du Palace Hotel de Gstaad en Suisse. À minuit, il s'est agenouillé et lui a offert une bague en diamant jaune et blanc de 6 carats. Preston a poussé un cri de joie. Des années auparavant adolescente, elle avait pris des cours de danse après avoir vu La fièvre du samedi soir. Elle a dit à son professeur « Je vais épouser l'homme du film ». Son rêve était devenu réalité. Peu après la demande en mariage, elle était enceinte et leur vie commune a officiellement commencé.
Leur foi commune en la scientologie était un élément essentiel de leur relation. Travolta y avait adhéré après avoir perdu sa compagne des suites d'un cancer. Preston en était déjà membre avant leur rencontre. Ils ont même célébré leur premier mariage à Paris lors d'une cérémonie officiée par un ministre de l'Église de Scientologie. Lorsque leur fils Jet est décédé en 2009, c'est leur Église qui les a soutenus. Preston a déclaré un jour « Ils m'ont littéralement tendu la main et m'ont aidé à traverser cette épreuve. » Leurs croyances ont même influencé leur façon d'élever leurs enfants. Par exemple, Preston a accouché en silence, suivant les enseignements de la scientologie qui prônent un accueil paisible des enfants. Leur vie de famille était un mélange de joie et de souffrance intense. Leur premier enfant, Jet, est né en 1992. Il était atteint de la maladie de Kawasaki et d'autisme. À 16 ans, il est décédé des suites d'une crise d'épilepsie lors de vacances en famille aux Bahamas. Leur fille, Ella Blue, est née en 2000. Elle a suivi leurs traces, devenant actrice et chanteuse. Elle a même sorti une chanson dédiée à sa mère intitulée Little Bird. Puis en 2010, Benjamin est né. Preston avait 48 ans. Il était né près de 2 ans après la mort de Jet. Ils l'appelaient leur bébé miracle. Travolta disait qu'il avait redonné un sens à leur vie. Leurs enfants étaient tout pour eux. Ils cuisinaient ensemble, partageaient des repas en famille et se soutenaient mutuellement. Même à Hollywood, cela devait être un début d'année parfait. La famille Travolta, John Kelly Preston, leur fils, Jet âgé de 16 ans, et leur fille Ella âgée de 8 ans, s'étaient envolés pour les Bahamas afin de célébrer l'événement dans leur luxueuse résidence du très exclusif Old Bahama Bay Resort. Le sable blanc, la mer chaude et l'intimité de l'île en faisaient un véritable paradis. Les habitants les adoraient et les traitaient comme des membres de la famille. Mais le 2 janvier 2009, tout a basculé de la pire des manières. Ce matin-là, Jet a été retrouvé inconscient dans la salle de bain. Une nounou l'a découvert et la panique s'est immédiatement installée. Jet avait été victime d'une violente crise d'épilepsie. Son père a tenté de le réanimer. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais en vain. Jet est décédé à seulement 16 ans. Joan n'était pas sa première crise d'épilepsie. Jet en souffrait depuis des années, tous les 5 à 10 jours, et elle durait près d'1 minute. Mais celle-ci était différente. Elle fut violente et fatale. La police avait d'abord déclaré qu'il s'était cogné la tête contre la baignoire, mais le certificat de décès a conclu à une simple crise d'épilepsie. Aucun traumatisme crânien n'a été constaté. Cette affection est rare mais bien réelle. On l'appelle SUDEP-MAR, subite inattendue en épilepsie. Elle touche environ 1 personne sur 1000 atteintes d'épilepsie. Elle ne donne aucun signe avant-coureur, elle frappe brutalement. Aide pour la famille Travolta, elle a tout emporté. Mais ce qui a choqué beaucoup de gens, ce n'est pas seulement le décès, c'est ce qui a suivi. Pendant des années, John et Kelly ont affirmé que Jet était atteint du syndrome de Kawasaki, une maladie rare. Mais beaucoup soupçonnaient l'autisme. La raison, la scientologie. Cette religion ne croyait pas à l'autisme. Elle considérait ces troubles comme des maladies mentales causées par des influences négatives. Selon leurs croyances, l'autisme n'était pas quelque chose à soigner, mais quelque chose à rejeter. Ce n'est que des mois plus tard, lors d'un procès, que John a finalement avoué la vérité. Sous serment, il a déclaré que Jet était autiste et souffrait d'épilepsie. Cet aveu contredisait directement les enseignements de son Église. D'anciens scientologues ont commencé à témoigner. Ils ont affirmé que l'Église décourageait les traitements médicaux. L'un d'eux a même déclaré que la maladie ne survenait que lorsqu'on était en contact avec une personne opposée à la scientologie. D'autres ont suggéré que peut-être si Jet avait reçu les soins appropriés, les choses auraient pu se terminer autrement. Mais le cauchemar de la famille ne s'arrêta pas là. Quelques semaines seulement après la mort de Jet, John Travolta fut la cible d'une tentative d'extorsion de 25 millions de dollars. Le complot était orchestré par un sénateur bahaméen et un ambulancier, l'un de ceux-là même, qui avaient soigné Jet. Ils ont menacé de divulguer un document signé prouvant que John avait initialement demandé que Jet soit transporté en Floride avant de se raviser. Leur but:
faire croire que John était responsable de la mort de son fils. Ils exigeaient 25 millions de dollars pour étouffer l'affaire. Des images filmées en caméra cachée les ont surpris en pleine négociation. Affaire classée enterrée plus profondément que le Titanic, a déclaré l'un d'eux. L'un d'eux a même détruit l'unique exemplaire du document en le brûlant et en le jetant dans les toilettes. C'était ignoble et cruel. Le premier procès s'est soldé par un non-lieu, après qu'un homme politique trop prompt à proclamer l'acquittement a annoncé l'acquittement avant même le verdict. Ce fut l'insulte de plus à la douleur. Malgré les scandales et le chagrin, John a persévéré. En 2016, il a fait son retour à la télévision. Il a incarné l'avocat Robert Shapiro dans le film The People vs. O.J. Simpson. Ce rôle lui a valu des nominations et a rappelé au public pourquoi il avait été une véritable icône hollywoodienne. À 62 ans, il a prouvé qu'il pouvait encore captiver l'écran. Mais la décennie suivante a été difficile. En 2012, 3 masseurs ont porté plainte contre Travolta pour agression sexuelle. Les allégations concernaient des incidents survenus dans des hôtels de luxe de Beverly Hills et d'Atlanta. Les accusations étaient choquantes et explicites. L'une des plaignantes a modifié les dates après que l'équipe de Travolta a prouvé qu'il n'était pas en ville. Finalement, toutes les poursuites ont été abandonnées, mais le mal était fait. Son nom est resté dans la presse à scandale. Une nouvelle bataille juridique s'en est suivie. Son ancien pilote Douglas Gauterba a affirmé avoir entretenu une relation amoureuse de longue date avec lui. Il souhaitait se libérer d'un accord de confidentialité. Les avocats de Travolta ont réfuté ces allégations, les qualifiant d'absurdes, mais elles n'ont fait qu'alimenter des rumeurs persistantes. D'autres personnes ont pris la parole. L'ancienne assistante de Travolta a déclaré avoir toujours su qu'il était homosexuel. Un ancien cadre de la Scientology a affirmé avoir vu Travolta embrasser un homme. L'actrice Margaret Cho a même plaisanté publiquement sur l'homosexualité de Travolta. Ce dernier a qualifié cela de talon d'Achille de la célébrité. Il a tout nié tout en admettant que les rumeurs ne disparaîtraient jamais complètement. Tandis que le monde entier spéculait une tragédie se profilait à l'horizon. Vers 2018, Kelly Preston a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle a choisi de garder le secret. Seules quelques personnes étaient au courant. Elle a continué à travailler, à participer à des événements publics et même à fouler les tapis rouges. Sa dernière apparition publique montait à l'avant-première de Gotti en 2018. 2 ans plus tard, le 12 juillet 2020, elle est décédée. Le décès a eu lieu à 11h46 à leur domicile en Floride. Elle avait 57 ans. Sa mort est survenue 3 semaines seulement après la publication d'une touchante photo de John et de leurs enfants à l'occasion de la fête des pères. Ça fut son dernier message public. Elle a été incinérée à Brooksville, en Floride. Personne ne savait qu'elle était atteinte d'un cancer avant que John ne l'annonce sur Instagram. Son message poignant et sincère témoignait d'une immense tristesse. Il écrivait « Je vous annonce que ma magnifique épouse Kelly a perdu son combat de 2 ans contre le cancer du sein. Il a dit avoir besoin de temps pour être présent pour leurs enfants, Ella et Benjamin. La plupart des gens apprenaient sa maladie pour la première fois. Fans et célébrités ont inondé la publication de messages de condoléances. Le chagrin était immense, mais l'amour était bien réel. John avait soutenu Kelly jusqu'au bout. Il était resté à ses côtés pendant ses traitements au MD Anderson Cancer Center. Il a refusé des rôles au cinéma et des apparitions publiques. Il s'est consacré à elle, à sa famille, à préserver une vie aussi normale que possible pour leurs enfants. Ce n'était pas la première fois qu'il traversait une telle épreuve. En 1977, sa compagne Diana Hyland était également décédée d'un cancer du sein. La perte de Kelly a ravivé cette douleur. Mais cette fois-ci, il avait des enfants qui avaient besoin de lui. Il est devenu leur pilier. Ces dernières années, la vie de John Travolta a pris des tournants inattendus.